Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Kenya et les Seychelles signent 10 accords de coopération. Les domaines du tourisme, de l'agriculture et de la santé sont notamment concernés. Ces accords ont été conclus dans le cadre de la visite du président kenyan Uhuru Kenyatta aux Seychelles. Au Tchad, le système de santé est toujours à mi-régime en raison notamment d'investissements publics encore trop faibles. Résultat, des inégalités persistantes dans l'accès aux soins. L'une des rares structures à être relativement bien équipée est le centre hospitalier universitaire La Renaissance de N'Djamena, mais dont les services sont vite saturés. Reportage à suivre dans ce journal. Du sport avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine de football Maroc-Afrique du Sud. C'est l'affiche de cette dernière étape de la compétition. Nous en parlerons avec José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Mais d'abord, cette annonce de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo qui dit envisager d'étendre le vote à la diaspora, et cela dès les prochaines élections, annonce faite à quelques mois de la présidentielle de 2023. Le vote de la diaspora est une disposition prévue dans la loi électorale, mais qui n'a jamais été appliquée. Raison régulièrement invoquée des difficultés d'ordre logistique. La CENI entend lancer une phase pilote dans 5 pays dont les noms ne sont pas encore officiels. L'ancien président béninois Thomas Boni Yayi, actuel médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, se trouve depuis ce mardi à Conakry. Le président de l'organisation, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo et celui de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le diplomate gambien Omar Aliou Touré, sont eux attendus ce mercredi. Une mission avant le prochain sommet avec plusieurs entretiens prévus avec la junte au pouvoir en Guinée. L'objectif est d'obtenir un calendrier jugé raisonnable sur la durée de la transition et ainsi éviter la prise de sanctions contre la Guinée. Fin de la visite du président kenyan Uhuru Kenyatta aux Seychelles. Le chef de l'État y était depuis dimanche pour une visite officielle de 3 jours. Un déplacement au cours duquel les deux pays ont signé 10 accords de coopération à la suite de pourparlers de haut niveau menés par le président kenyan Uhuru Kenyatta et son homologue séchellois Wavel Ramkalawan. Paul-Marcel Mayagui, Joël Maribalo. Un nouveau cap a été franchi dans les relations bilatérales entre les Seychelles et le Kenya. 10 accords ont été signés entre les autorités des deux pays lors de la première visite d'État du président kenyan Uhuru Kenyatta aux Seychelles. Selon les autorités séchelloises, ces accords portent sur la défense et la sécurité, l'entraide en matière pénale, l'économie, le tourisme, le secteur pastoral, la lutte contre la criminalité, les sports, la promotion de l'égalité de genre. Les Seychelles sont l'un des principaux champions de l'économie bleue. Nous avons à cet égard convenu de renforcer notre collaboration pour protéger et assurer une utilisation durable de nos ressources océaniques. L'un des principaux accords signés porte sur l'économie bleue. Ce dernier devrait permettre de renforcer les capacités et l'échange d'expertise dans les aspects de gouvernance de l'économie bleue, ainsi qu'à renforcer l'économie circulaire et la collaboration dans le secteur de l'aquaculture. Le Kenya et les Seychelles avaient une coopération bilatérale substantielle dans les domaines tels que l'éducation, la santé, le commerce, l'agriculture, l'aviation civile, ainsi que de solides liens entre les peuples avant même l'établissement des relations diplomatiques le 10 janvier 1990. Aujourd'hui, nous renforçons ces liens. Le Kenya et les Seychelles entretiennent des relations diplomatiques cordiales depuis leur indépendance. Plus de 800 ressortissants kenyans vivent et travaillent aux Seychelles, dont la plupart dans le secteur de l'éducation. Et la création d'un consulat honoraire du Kenya aux Seychelles devrait permettre de maximiser et de consolider davantage les liens existants entre les deux nations.
Le 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique se poursuit ce mercredi au Sénégal. La rencontre a démarré depuis le 14 juillet à Dakar et refermera ses portes ce jeudi. Près de 1000 participants sont sur place autour d'une thématique, la nécessité du service public et la performance des sociétés d'électricité. Amenedji. À la tête de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, depuis avril 2019, Pape Demba Bitèye assure désormais la présidence de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA, dont le 20e congrès se déroule au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio depuis le 17 juillet. Intervenant au micro d'Africa 24, il a souligné la nécessité de miser sur une coopération active pour promouvoir le développement et l'intégration du secteur électrique à l'échelle internationale d'ici 2025. En termes de priorité, comme vous le savez, les ressources humaines constituent un capital dans le secteur de l'électricité. C'est pourquoi, vous avez bien vu, nous avons insisté pour que l'école supérieure interafricaine d'électricité puisse reprendre de nouveau. On a également les centres d'excellence avec le réseau RACE qui est en train de se déployer un peu partout en Afrique pour dire que la formation des ressources de qualité est une priorité pour le mandat. L'autre priorité qui constitue une priorité africaine, c'est l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, les taux d'électrification sont assez disparates en fonction des pays. Il s'agit pour nous d'échanger les expériences, de voir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les erreurs à éviter pour qu'ensemble, on puisse aller plus vite pour donner l'électricité aux Africains. Le nouveau président de l'ASEA invite à la recherche de solutions pour relever le défi de l'accès à l'énergie en Afrique en vue de soutenir le développement des économies et subvenir aux besoins des populations. Cette ambition passe prioritairement par la mise en place et l'adoption d'un modèle économique adéquat répondant aux exigences requises pour une subvention des projets énergétiques en cours. Le modèle sénégalais, si je peux l'appeler ainsi, est aujourd'hui un modèle qui a fait ses preuves et qui a montré ses performances. Dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez le privé qui est à l'intérieur. Donc pour dire qu'il n'y a pas de modèle universel, il n'y a pas un modèle unique. Maintenant, c'est en fonction du contexte et de la vision des autorités qu'on peut dire tel ou tel modèle peut marcher. Selon la Banque africaine de développement, le taux d'électrification dans le continent africain est passé à 54% en 2019, alors qu'il était à 42% en 2015, soit une augmentation de près de 15% en 4 ans. Ce 20e congrès de l'ASEA, selon Pape Demba Bitèye, offre une occasion d'effectuer le tournant tant attendu qui mènera vers la réussite du pari de la performance des sociétés africaines d'électricité. La problématique liée à l'accès aux soins de santé est l'un des maux dont souffre le Tchad. Des populations, surtout les plus défavorisées, ont accès à une gamme très limitée de services. Et l'une des rares structures à être relativement bien équipée est le centre hospitalier universitaire La Renaissance de N'Djamena, mais dont les services sont très rapidement saturés. Reportage entre correspondant Mahamat Ramadan. Créé au début pour prendre en charge des pathologies complexes et les interventions chirurgicales délicates au niveau national, le complexe hospitalier universitaire La Renaissance est devenu une structure sanitaire de référence. Grâce à son plateau technique moderne, constitué de technologies médico-chirurgicales de dernière génération, l'institution sanitaire arrive à gérer les urgences médicales complexes. Pour faire face à une demande de plus en plus croissante, l'hôpital fait fonctionner ses dispositifs sans interruption de service. Et certaines analyses également, on ne peut pas les avoir H24 dans les autres structures. Quand vous venez un vendredi soir, peut-être certains examens, vous attendez les lundis pour les en avoir. Ici, on a H24, un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24. On a besoin d'un scanner à 1h du matin, on l'en a. On a besoin d'un avis de neurochirurgiens, à tout moment ils sont là. On a besoin d'un cardiologue, on a besoin même de gastro-entérologue. Aujourd'hui, c'est la seule structure au Tchad qui puisse faire à tout moment une fibroscopie d'urgence. En dépit de ces équipements modernes et du personnel qualifié, le CHU La Renaissance fait face à l'arrivée tardive des patients qui sont souvent référés au stade ultime de la complication de la maladie. Une situation qui fait que certains de ces patients sont tardivement pris en charge ou décèdent en dépit des déploiements de services compétents. La plupart des patients qu'on reçoit ici
au niveau des urgences sont référés des cliniques privées. Et ces patients-là arrivent au stade ultime de complications de la maladie, où il y en a qui décèdent à l'arrivée avant même qu'on les descende de la voiture ou de l'ambulance qui les achemine. Ou bien ceux qui décèdent immédiatement après leur descente au moment où les urgences sont en train de chercher à les réanimer. Mais ceux qui arrivent tôt, on a très peu de patients qui décèdent. Il faut que la population comprenne ça. Pour rappel, en tant qu'établissement public hospitalier des prestations de soins de dernier recours, de la formation et du perfectionnement du personnel médical au niveau national, le service des urgences du CHU La Renaissance est constamment sollicité par les autres structures de santé et les populations pour les cas extrêmes de complications. On ouvre à présent notre page sport avec la poursuite de la CAN féminine de football. Place à la finale samedi prochain au Maroc. Une finale qui opposera le 23 juillet le Maroc, pays hôte, à l'Afrique du Sud. Pour le décryptage de cette actualité sur ce plateau, José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Rebonjour José. Rebonjour Zara. Alors d'abord, les derniers développements de cette compétition. Oui, vous l'avez dit, Maroc, Afrique du Sud, nous allons voir comment ils se sont qualifiés pour les demi-finales. Alors donc la Zambie a perdu devant l'Afrique du Sud 1-0 et le Maroc, à la surprise générale, a fait match nul, 1 but partout au temps réglementaire avec le Nigeria, mais sur tir au but, eh bien, les Marocaines ont été plus à droite en battant les Nigérianes 5 tirs au but à 4. Et puis après ça, le match de la 3e place qui va se jouer ce vendredi 22 juillet entre le Nigeria et la Zambie, Stade Mohamed V de Casablanca. Et puis samedi, Zara, vous l'avez dit, ce choc, ce match attendu entre le Maroc et l'Afrique du Sud, Stade Moulay Abdallah de Rabat. Alors le Maroc qui a vraiment surpris dans cette CAN féminine, attention à leur dribbleuse qui s'appelle Fatima Taniaout, c'est sa première Coupe d'Afrique. Fatima fait partie des pièces maîtresses de cette sélection de Reynal Pedros, le sélectionneur du Maroc. Écoutez ce qu'elle ressent. C'est un sentiment indescriptible ce que je vis. Je ne saurais dire ce que je ressens en participant à cette CAN, et qui plus est dans mon pays. C'est juste magnifique. J'ai tapé mon premier ballon dans mon quartier. Une fois, une de mes institutrices, Madame Nawal, est venue me voir pour me prévenir qu'il y avait les sélections de l'ASC Phare et m'a encouragée à m'y présenter. J'y suis allée et depuis, je n'ai plus jamais quitté le club. Alors, José a évoqué pour nous il y a quelques instants de ce match pour la 3e place et le Nigeria prendra part à cette étape. Et c'est le Maroc qui a d'ailleurs fait chuter la sélection, les Nigérianes, triple championne d'Afrique en titre. La fin de leur aventure pour cette CAN 2022, c'était ce lundi en demi-finale. José. Oui, le Nigeria qui n'ira pas donc en finale, mais jouera la 3e place, vous l'avez dit, contre la Zambie. Victoire qui sera synonyme de podium, bien sûr. Le Nigeria qualifié d'office pour la qualification pour la Coupe du Monde des femmes, bien sûr. Une équipe qui compte énormément sur Rachida Ajibade avec ses cheveux bleus. Écoutez-la. Le Nigeria ne pouvait pas se permettre d'être absent pour ce rendez-vous. Il y a une nouvelle génération de Super Falcons qui arrivent affamés et qui méritent que le monde voie leur talent. On en vient aux équipes africaines qualifiées pour le mondial. Oui, il s'agit bien sûr du Sénégal et du Cameroun. D'abord le Sénégal qui valide sa qualification au barrage du mondial féminin d'Australie et Nouvelle-Zélande 2023 en battant sur tir au but la Tunisie 4-2. La révélation de cette équipe sénégalaise s'appelle Guénard Diaye, attaquante des Lions de la Teranga, joueuse de Bruges, avec après le match contre la Tunisie, elle était en conférence de presse. Écoutez ce qu'elle a dit à nos confrères de Cafon Line. Nous l'avons fait avec le cœur et les tripes. Aujourd'hui, on ne pouvait pas se permettre de perdre. Je voulais à tout prix le trophée de la meilleure joueuse du match. Vous savez, quand je regarde rétrospectivement notre performance de cette compétition, je repars avec un sentiment de fierté et ça, rien ne pourra me l'enlever. Le Cameroun aussi obtient sa qualification pour les barrages de la Coupe du Monde, mais son sélectionneur, Gabriel Zabo, reste très déçu à cause de l'élimination de son équipe qui n'a pas réussi à atteindre la finale de cette CAN au Maroc. Battu par le Nigeria 1-0,
en demi-finale. Un petit mot de Gabriel Zabo. Nous avons encaissé sur la seule occasion où nous n'étions pas attentifs. Cela s'est joué sur des détails. Elles n'étaient pas plus fortes que nous, mais elles ont fait part de leur expérience dans les grandes compétitions et à ce jeu, elles sont imbattables. Et je sais, Zara, que vous suivez les Lions indomptables qui n'aiment pas trop les barrages. Malheureuse pour la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo, Gabriel Zabo va devoir remotiver son équipe. Un dernier mot, José, sur les événements prévus avant cette finale très attendue samedi. Oui, alors d'abord le tirage au sort des éliminatoires zonales de la Ligue des champions féminines Total Energy Maroc 2022 qui aura lieu ce mercredi, attention, 20 juillet au complexe Mohamed VI de Rabat. Les tournois zonaux auront lieu en août et septembre à travers le continent et la phase finale est prévue au Maroc en octobre prochain. L'an dernier, plusieurs équipes y ont participé comme Wadi Degla, Asfar, Malabo Kings, il y avait aussi Mamelodi Sundowns et Viga Queens, il y avait aussi AS Mandé, Azakas Ladies, Rivers Angels. Tirage au sort également des qualifications zonales de la Coupe d'Afrique des Nations U17 et U20 2023 pour l'UNAF, zone nord, donc la Coupe d'Afrique des Nations U17 se déroulera en Algérie en 2023, tandis que la Coupe d'Afrique des Nations U20 Total Energy devrait se dérouler en Égypte. Et n'oubliez pas, aussi ce jeudi, donc demain, ou ce jeudi tout simplement, 21, la cérémonie des Awards, toujours au Maroc, pour élire la meilleure joueuse et le meilleur joueur de l'année. Je ne vous demanderai pas pour qui vous votez, on le saura demain. On le saura demain. Merci beaucoup José Douglas, merci pour toutes vos explications. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.